Madame, Monsieur, bonsoir, édition spéciale, centenaire de l'Est républicain, 30 minutes. Dans quelques instants, nous partirons à la découverte de ce journal régional avec Sylvie Crière, qui n'est pas centenaire, mais qui est sur place à Nancy. À la une de l'Est, demain, un spectaculaire accident d'avion au Bourget. Un MiG-29 soviétique qui faisait une démonstration cet après-midi s'est écrasé à 800 mètres seulement du salon. Il n'y a heureusement pas de victimes. Le MiG-29 était en train de terminer une éblouissante démonstration de voltige lorsque le pilote Anatoly Votchour se préparait à effectuer une nouvelle chandelle. Une longue flamme anormale s'échappe d'un réacteur. Le pilote aurait dû remettre les gaz pour reprendre de l'altitude, mais il n'a eu que le temps de s'éjecter. Finalement, l'avion s'est crashé là où il pouvait se crasher, suite à mon avis, une panne. Donc selon vous, il n'y a pas d'erreur de pilotage? Non, je n'en vois pas, a priori. Donc quel type de panne? Ça donne à penser à une panne moteur, mais ça, je crois qu'il faudra attendre l'enquête. Il n'y a eu aucune victime au sol. Le pilote a été immédiatement transporté conscient à l'hôpital militaire de Bobigny. Il souffre d'un traumatisme abdominal. L'accident de ce MiG-29 ne pouvait pas tomber plus mal pour les soviétiques qui ont vu très grand cette année au salon du Bourget. Les soviétiques tenaient pourtant la vedette de ce 38e salon de l'aéronautique avec le plus gros avion du monde, l'Antonov 225. Un monstre de 600 tonnes avec la navette Buran posée sur son dos. 6 propulseurs, double train d'atterrissage à l'avant et 14 trains à l'arrière. Ce gigantesque aéronef a une autonomie de vol de 4500 km à 850 km/h. Il est capable de transporter une charge de 250 tonnes. L'autre attraction des soviétiques, le Sukhoi 27, redoutable chasseur-bombardier biréacteur de la dernière génération, c'est la réplique soviétique au F-18 américain. Enfin, l'hélicoptère de combat MiG-28, 11 tonnes et demie de masse maximale au décollage. Il est doté d'une puissance de feu considérable, missiles RR, mitrailleuses lourdes et canons. Un mini-métro à Luxembourg, c'est possible. But de l'opération, désengorger la circulation en ville. Un premier tronçon devrait relier d'ici à 1993, c'est dans 4 ans, le plateau de Kirchberg, siège des institutions européennes au centre-ville. Principe du mini-métro, un ascenseur horizontal monté sur coussin d'air qui pourrait transporter environ 5000 voyageurs par jour à une vitesse de 40 km/h, comme ici celui de Tampa. En Floride, le matériel, vous l'avez deviné, est américain, investissement 200 millions de francs français. D'autres lignes sont prévues pour relier entre eux les principaux centres d'activité de Luxembourgville. Le japonais TDK va s'implanter à Bacharach, au Grand-Duché, près de la frontière. En septembre, il construira une unité de production totalement autonome de cassettes vidéo et audio. 800 millions de francs investis et 5 à 600 emplois à la clé. Metz, nous voilà. L'attaquant Vucicevic et le milieu de terrain Brozovic ont rallié Metz cet après-midi. Le football club de Metz a recruté ces deux stars du football yougoslave pour la prochaine saison. Et les deux joueurs ont donc pris un premier bol d'air lorrain. Les deux recrues yougoslaves du FC Metz sont arrivés aujourd'hui via Francfort. Premier contact avec la ville, le repas de midi, puis balade près de la cathédrale en compagnie de Branko Tukak, avant de régler les derniers détails au club et toucher leur premier ballon sur la pelouse du stade Saint-Symphorien. Le premier, Bernovic, 26 ans, milieu de terrain, ne compte pas moins de 12 sélections en équipe nationale de Yougoslavie. Le second s'appelle Vucinovic, il a 27 ans et joue arrière. Tous deux devront s'intégrer à l'équipe messine la saison prochaine et lui permettre de retrouver un souffle nouveau. Tâche difficile mais possible compte tenu des antécédents des deux joueurs qui, rappelons-le, viennent du club le prestigieux des Partisans de Belgrade où ils étaient meneurs de jeu. Pour le centenaire de l'Est républicain, nous avons choisi de lui consacrer une édition spéciale, vous le savez. Tout de suite, nous allons rejoindre à Nancy Sylvie Crière qui est au cœur de la rédaction. Nous sommes aux informations générales. Les journalistes ici traitent des événements nationaux et internationaux. L'Est républicain a toujours eu pour volonté de franchir les frontières régionales. Une des fiertés de l'Est républicain, son service grand reportage. Ils sont 6 journalistes globetrotters à parcourir régulièrement tous les points chauds de la planète. Oui, nous pensons d'une part que nos lecteurs ont droit à un témoignage original sur un fait important. Et d'autre part, nous pensons qu'à travers ce reportage, il est possible d'enrichir de façon durable notre journal avec des commentaires éclairés sur des problèmes complexes.
Si on part en reportage, je crois qu'il faut en profiter non seulement pour rapporter un événement, mais pour s'enrichir un maximum, pour que ce qu'on donnera plus tard porte la marque de cet enrichissement. Autre particularité, le journal développe une large partie magazine dans ses pages quotidiennes et dans ses suppléments hebdomadaires. Dans la partie magazine, il faut que vous inventiez vos sujets, que vous sentiez les centres d'intérêt les plus importants, les centres d'intérêt aussi qui peuvent concerner le plus grand nombre possible de lecteurs. Routard de l'événement, fidèles et indispensables, les photographes vont partout pour répondre eux aussi à la curiosité du lecteur. Contrairement à la télévision, le photographe, lui, il n'a qu'une image bien souvent pour montrer. Alors il faut que sur la manifestation, ça soit le reflet en une image, le reflet de la manifestation. Ceux qui ont choisi de travailler ensemble ici sont unis par une sorte d'esprit maison, une tradition. C'est un esprit d'une certaine liberté et d'une certaine créativité. Je pense qu'il y a des rédactions qui sont peut-être mieux organisées que la nôtre, mais où chacun a moins sa zone d'autonomie que chez nous. S'il ne néglige aucun des aspects du monde, l'Est républicain s'intéresse d'abord à sa région. La majorité des journalistes de ce journal fouillent le terrain tous les jours, comme à Nancy par exemple. Le b.a.-ba du localier, connaître tout de sa ville pour raconter au lecteur ce qui s'y passe, avec fidélité et efficacité. Ça se résume à courir tout le temps, c'est être ici à Pompée à 11h, c'est être dans une demi-heure à Nancy pour interviewer quelqu'un d'autre. Et c'est changer tout le temps, c'est passer du coq à l'âne, c'est sympathique. Hein. Le bureau de Nancy couvre la ville et tout le sud de la Meurthe-et-Moselle. Avec l'aide d'une cinquantaine de correspondants, 13 journalistes permanents bouclent une dizaine de pages locales quotidiennes. Chacun écrit plusieurs articles par jour. Moi, je crois que la locale est, dans sa polyvalence, une véritable spécialité et qu'on peut y trouver énormément de richesses véritables et en fait, on ne les trouve pas pour soi, on les trouve pour les apporter aux lecteurs. Cette richesse, cette information à l'état brut, les journalistes l'accommodent à la sauce maison. Papier court, style nerveux, l'info doit sortir très vite dans le journal. Aujourd'hui, on raisonne plus en se disant quelle est l'information qu'on privilégie, quels sont les moyens que l'on met en face de manière à produire cette information, quitte à délaisser d'autres sujets. Nancy est une des premières locales à être informatisée. Les journalistes tapent ici leurs articles qui, plus tard, sortiront directement à la mise en page au siège. Le but, gagner encore du temps pour être plus performant. Les articles de tous les journalistes d'agence arrivent ici, dans cette salle, sorte de carrefour qui relie toutes les rédactions de la zone de diffusion. Cette zone, c'est un vaste territoire. L'Est républicain couvre 6 départements répartis sur la Lorraine, la Champagne et la Franche-Comté. Il y a peu, Oudemont dirigeait encore l'ensemble des 16 éditions, mais la décentralisation a commencé. Ça permet de rapprocher la rédaction du lecteur et donc de faire un journal encore plus près de celui du lectorat. Depuis 1 an, le quotidien soigne jalousement l'information locale pour garder ses lecteurs et gagner les autres, car tout autour de son territoire de diffusion, la concurrence menace. Au nord, le Républicain lorrain, un concurrent actionnaire. Il détient 22% du capital de l'Est républicain. Sur les Vosges, la Liberté de l'Est défend elle aussi âprement son département. Pour conserver le territoire qui fait sa force, l'Est républicain devra associer santé financière, investissement judicieux et information de pointe. Alors tout au long de la journée, RTL Info et l'Est républicain se sont associés pour plusieurs sujets sur les européennes. Le scrutin a lieu dans 10 jours pile. Tour à tour, les leaders politiques sillonnent la Lorraine. Présente aujourd'hui à Gandrange la tête de liste de lutte ouvrière, l'infatigable Arlette Laguille. Reportage de Patrick Perrotto de l'Est et de Sylvie Crière de RTL Info.
Depuis plus de 15 ans, Arlette Laguillet promène son sourire dans toutes les élections. Éternelle candidate de lutte ouvrière, elle parcourt à nouveau la France à la quête des voix qui feraient d'elle une élue européenne. Mon objectif, c'est d'être élue. Et vous savez que si je suis élue, nous serons 4 en réalité, puisque la barre qui est mise, et qui est injuste d'ailleurs en France, à la barre des 5%, fera que si nous franchissons cette barre, nous aurons 4 élus. Alors j'espère que les travailleurs vont m'aider à la franchir. Combat difficile, autant que ces rencontres quotidiennes à l'entrée des usines. Quelques dizaines de sidérurgistes applaudissent par politesse. La passionnariat des travailleurs qui militent sur ces congés payés ne désespère pas. La même foi trotskiste l'anime toujours. Le monde change, mais Arlette reste la même. Voter le 18 juin, dans 10 jours, je vous le rappelle, c'est bien beau. Mais faut-il encore savoir pourquoi on va voter? Et souvent, les électeurs ignorent totalement de quoi ils retournent. Est-ce que vous connaissez la date des élections européennes? 16 juin. Combien? 16 juin. Oui, enfin, c'est le 18, mais c'est... C'est le 18? D'accord. Oh. Et ça va se passer comment? Il y aura un ou deux tours? Un seul tour. Un seul tour, oui. Quel est l'objet de ces élections? Ben, simplement, je pense élire des représentants français qui puissent représenter l'Europe. Les représentants français où? Au Parlement européen, je pense. Combien est-ce qu'il y aura de listes en France? À mon avis, enfin 2. Mais je suis pas vraiment... J'en connais 2, mais je sais pas s'il y en a d'autres. Combien est-ce qu'il y a de pays dans la CE? La CE, attendez voir, 13 je crois. Alors est-ce que vous connaissez la date des élections européennes? Le 18 juin? Il y aura combien de tours? Eh ben un seul. Quel est l'objet des élections? Pour élire des députés aux européennes, enfin pour l'Europe. Quelle est la monnaie européenne? L'écu. Quel est l'objet de ces élections? C'est pour élire les députés, non? Ils doivent représenter les différents pays au siège à chose, soit à Strasbourg ou bien à Bruxelles. Combien existe-t-il de listes en France? Actuellement, je pense qu'il y a au moins 4 listes, non? 4 à 5 listes. Quelques réponses fantaisistes, mais les nancéens voteront quand même en connaissance de cause, même si aucun n'a pu citer le nombre exact des listes. Moi, je vous le donne, le nombre exact de listes, 15. Alors, à quoi sert l'Europe? Eh bien, par exemple, à interdire définitivement l'importation de peaux de bébés phoques dans la communauté. C'est ce que viennent de faire les 12 de la communauté européenne aujourd'hui. Objectif de cette interdiction d'importation de la peau de bébé phoque, assurer la protection de ces animaux. La nouvelle a réjoui la cinquantaine de militants du Fonds international pour la protection des animaux qui ont manifesté ce matin devant les bâtiments de la communauté européenne à Luxembourg. Ils avaient installé une baudruche de 5 mètres de haut figurant un phoque qui se fait tuer à coups de gourdin par un chasseur. L'embargo sur les peaux de phoque est capital, la CE important 65% de la consommation mondiale à elle seule. Voilà cette fameuse baudruche et ce chasseur tuant un coup de gourdin un bébé phoque. La mère de Dari Boudboul en prison. Elle est inculpée de complicité d'homicide volontaire dans l'enquête sur le meurtre de Bruno Dassac, un représentant de 52 ans très lié à la pègre française. Cependant, la mère de Dari Boudboul nie connaître la victime. L'enquête de RTL Info sur une sale affaire. Au centre de l'échiquier, un personnage clé, Marie-Elisabeth Consboudboul, inculpée et écrouée pour complicité d'homicide volontaire dans le meurtre de Bruno Dassac. Bruno Dassac avait été retrouvé l'année dernière dans le port du Havre, une balle dans la nuque. Officiellement, il était représentant en lingerie, mais il menait en fait une double vie, flambant des sommes folles dans des cercles de jeu et sur les champs de course. C'est là qu'il avait fait la connaissance de Madame Consboudboul, avec qui il semblait très lié. Selon une des hypothèses des enquêteurs, Dassac pourrait être le meurtrier d'un troisième protagoniste, Jacques Perrault, le propre gendre d'Elisabeth Consboudboul. Dassac aurait joué le rôle de tueur à gages, agissant sur les ordres de Madame Consboudboul elle-même. Mobile du crime, Jacques Perrault avait découvert avant sa mort que sa belle-mère, qui se disait avocate, avait en fait été radiée du barreau de Paris pour escroquerie. Les enquêteurs ont pu vérifier que Madame Consboudboul avait versé une très grosse somme d'argent sur un compte suisse de Dassac, peut-être le salaire du contrat. Enfin, dernière pièce de l'échiquier mise hors jeu, Dari Boudboul, la célèbre femme jockey, la fille de l'inculpé. Il y a 3 ans déjà, elle défendait sa mort à la mort de son mari. Une confiance énorme en elle. J'ai parlé beaucoup avec elle et je suis certaine qu'elle n'a strictement pour rien dans ce qui est arrivé à Jacques.
Joli coup de filet des gendarmes de Toul. Ils viennent de mettre sous les verrous 11 personnes. Toutes appartenaient à un gang de pilleurs de supermarchés en Lorraine et en Haute-Marne. Voici le butin des terreurs des supermarchés. Le temps d'un long, très long inventaire, les gendarmes jouent les magasiniers. Et imaginez l'étonnant trafic. Toutes ces bonnes bouteilles de vin, de whisky, d'alcool fin se sont envolées, cachées dans les corsets de 5 voleuses spécialement choisies pour l'amplitude de leur poitrine. Pour l'électroménager, four à micro-ondes, perceuse, platine laser, changement de tactique, plus question de corset. La bande, dirigée par un papy de 60 ans, repérait donc les magasins les moins surveillés, permettant de voler plus classiquement. Problème désormais, rendre tous les articles à leurs propriétaires. En Chine, l'armée serait sur le point d'intervenir dans le quartier des universités de Pékin. Une information qui n'est pas confirmée pour le moment. Il est vrai que les nouvelles ont de plus en plus de mal à nous parvenir, le pouvoir dissuadant les journalistes de faire leur travail. Une nouvelle qui est sûre, par contre, la réapparition à la télévision du Premier ministre Li Peng. Camarades, vous avez fait un gros travail. Au nom du comité central du PC chinois, je vous salue tous. La scène a été filmée dans un gymnase, on ne sait pas où. Elle a été diffusée sur la télévision chinoise à l'heure du journal. Pour sa première apparition depuis le massacre de dimanche dernier, Li Peng avait choisi de féliciter les soldats pour leur répression exemplaire, histoire sans doute pour le Premier ministre de montrer qu'il y a encore quelqu'un à la tête de l'État. Apparemment, en effet, le gouvernement tente une reprise en main du pays. Les soldats ont troqué le fusil contre la pelle pour faire disparaître les traces des récentes violences. Et aux dernières nouvelles, les forces chargées de la loi martiale seraient sur le point de pénétrer dans le quartier des universités à Pékin. Sans doute le début d'une longue purge. En Iran, Hachemi Rafsanjani s'est déclaré aujourd'hui candidat à la présidence de la République islamique. Il occupe actuellement les fonctions de président du Parlement. La présidentielle a lieu en Iran en août prochain. Et puis deuxième information, provenance de Téhéran, le successeur de Khomeini, Khamenei, a obtenu le grade d'ayatollah, le plus haut rang dans la religion musulmane. Nous repartons sans plus attendre au cœur de la rédaction de l'Est républicain à Nancy. Sylvie Crière nous propose maintenant de découvrir la mise en page, très importante dans un quotidien, une mise en page ultra moderne. C'est la deuxième et dernière partie au cœur d'un journal centenaire. Voilà l'atelier de fabrication du journal. Tout se fait désormais sur ordinateur. L'évolution technologique est capitale pour augmenter le rendement et rester performant. Seules les photos, la publicité et la une du journal sont encore montées à la main. Le reste de la fabrication est entièrement informatisé. Le texte tapé par les clavistes, la mise en page réalisée directement sur écran, ainsi que tout le processus d'impression. D'ici quelques années, les derniers investissements coûteux seront achevés. Dès l'instant où un journaliste va frapper une ligne sur un écran, eh bien, jusqu'au moment où la rotative se mettra en route, cette ligne restera totalement immatérielle ou ne sera représentée que sur un écran ou sur une photocopie. Ce bouleversement technique suppose de supprimer tous les emplois intermédiaires. Les ouvriers du livre sont les premiers visés. Ils ne sont plus que 180, bien décidés à sauver leur métier en pleine mutation. Qu'est-ce que sera demain un ouvrier du livre? Ce sera peut-être un journaliste, ce sera peut-être un employé ou une personne de l'administration, ce sera, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être un électronicien ou un informaticien. Il est évident que dans quelques temps, l'ouvrier du livre ne sera plus le typo traditionnel qu'on a connu depuis des générations. Mais qui sera quelqu'un qui conservera les privilèges qu'avait le typo? C'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on entend négocier aujourd'hui. Les ouvriers du livre ont déjà entamé leur reconversion. Lorsqu'elle sera terminée, plus rien ne pourra freiner l'informatisation totale du journal. Ils ne sont qu'une cinquantaine de caricaturistes en France à vivre correctement de leur dessin. Philippe Delestre est l'un d'eux. L'Est républicain lui offre ses colonnes tous les jours pour qu'il se défoule. Quand on dit je présente de l'Est, on me répond ah bon, moi je suis un tel du Monde ou un tel du Figaro, et les gens pensent de l'Est, bon, de l'Est républicain. Alors je suis obligé de dire je suis Philippe Delestre, de l'Est républicain. Bon, il y en a qui disent ils doivent bégayer un peu, voilà. Philippe Delestre dessine officiellement pour l'Est républicain depuis 3 ans. Chaque jour,
il guette l'événement. Si demain on dit François Mitterrand s'est cassé la jambe, bon, je sais quel sera mon sujet. Ceci dit, je ne sais encore pas comment je vais le traiter. Quand on a besoin de l'inspiration, elle n'est pas là, et puis quand elle revient, elle ne prévient pas. Alors, donc c'est un petit jeu quotidien de cache-cache, du chat et la souris plutôt. Un dessin, c'est un tout, c'est une habitude de dessiner, c'est une habitude de s'informer, c'est un muscle qui est l'humour, c'est un tout. Alors. Un trait pointilleux, soigné, une main posée et sûre d'elle, Delestre n'a rien d'un farfelu. Il se sent bien, ici, dans ce journal, à l'abri des excès de l'engagement. Je ne suis pas un homme politique, je suis un journaliste, et que mes convictions politiques, quelles qu'elles soient, elles n'ont pas à transparaître dans l'organisme de presse pour lequel je travaille. Delestre, réellement objectif? Non, bien sûr. Alors nous sommes maintenant dans le bureau du directeur général. C'est ici que se font les choix de gestion et puis d'investissement. Gérard Collin, comment l'Est républicain prépare-t-il l'avenir? Il prépare l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Fêtant son centenaire, il a acquis une expérience, il jouit d'une grande fidélité de la part de ses lecteurs et de ses annonceurs qui l'engagent dans l'avenir avec une très grande sérénité. En fait, l'avenir est tracé, il est optimiste. L'avenir, l'Est républicain, en effet, est très optimiste. Il pense que l'enracinement qu'il a acquis dans cette région, qui lui permet de diffuser ses 370 000 exemplaires le dimanche, l'autorise à fonder de sérieux espoirs. Cet enracinement qui lui permet de vivre au rythme de la région, de se couler au sein de la population, est d'une richesse irremplaçable qu'aucun autre média ne sera capable d'assumer. Et lorsque l'on parle de concurrence, nous on préfère parler de complémentarité avec la télévision, avec les autres supports, avec les autres médias, et c'est un avenir de confraternité avec ces autres médias que l'on présente plutôt comme concurrents que l'Est républicain envisage son avenir. Donc la conclusion, c'est que rien ne menace ni l'Est républicain, ni la presse régionale. La presse régionale dispose d'un atout bien supérieur à la presse d'information nationale. Et je ne dirais pas que rien ne la menace, mais que l'expérience qu'elle a su acquérir, le professionnalisme dont elle sait faire preuve, saura la sortir des problèmes qu'on lui annonce ici et là. Pour retrouver du moins un lectorat plus jeune, comment allez-vous vous y prendre dans les années qui viennent? Il faut que le journal, et notamment l'Est républicain, s'est engagé dans cette voie, fasse preuve de beaucoup de dynamisme et s'intéresse aux sujets qui passionnent les jeunes. Quels sont les sujets qui passionnent les jeunes? Je ne parlerai pas des jeunes avant l'âge de 20 ans, car avant l'âge de 20 ans, vous le savez comme moi, on n'achetait pas un journal. On s'intéressait au journal que les parents pouvaient mettre à disposition parce qu'eux l'avaient dans leur famille. Alors, l'Est républicain s'intéresse à ce qui intéresse les jeunes, c'est-à-dire essentiellement au sport, s'intéresse à l'informatique, s'intéresse aux loisirs. Et dans ce domaine, on fait preuve de beaucoup d'initiatives pour essayer de montrer une image jeune, alerte et dynamique du journal. Face aux concurrents, c'est une concurrence d'alliance ou une concurrence vraiment dure, chacun pour soi? Non, c'est une concurrence d'alliance. Chacun essaie de trouver sa place sans trop gêner l'autre et il y a inévitablement complémentarité, voire collaboration qui permet aux uns et aux autres de conforter leur position sans engager une concurrence dure, âpre et coûteuse qui ruinerait l'un et l'autre des médias dits concurrents. Je vous remercie. Dans quelques instants, nous nous retrouvons au Luxembourg pour la fin d'RTL Info. Voilà, longue vie à l'Est républicain centenaire et puis à bientôt pour le bicentenaire. Steffi Graf contre Arantxa Sanchez, une Allemande de l'Ouest contre une Espagnole. C'est l'affiche inédite de la finale dames samedi prochain. Roland Garros, la blonde Steffi part à la conquête d'un 3e sacre sur la terre battue française. Mais elle a eu très très chaud aujourd'hui en demi-finale face à la petite merveille yougoslave Monica Seles. Étonnante performance de la jeune yougoslave Monica Seles à 15 ans et 2 mois. Cette gauchère possède un revers de fond de cours aussi long que précis ou puissant. Face à la numéro 1 mondiale, Steffi Graf, Monica tentera aussi souvent que possible de diriger l'échange, l'occasion d'admirer cette superbe accélération en coup droit. Steffi aura donc des sueurs froides, un peu au premier set qu'elle remporte 6-3, beaucoup au deuxième qu'elle perd sur le même score, et d'autres encore jusqu'au 8e jeu du dernier set. Là, forte de son expérience et de son étonnant coup droit, elle prendra définitivement le meilleur,
sur sa jeune adversaire. Beaucoup moins d'émotion par la suite. Arantxa Sánchez, 17 ans, dirigera toujours les débats face à l'américaine Marie-Jo Fernandez. Les deux joueuses utilisant régulièrement l'arme de l'amorti. Grâce à un double 6-2, la cadette de l'étonnante famille Sánchez se qualifie pour la finale. Elle est la première espagnole à accéder à ce stade de l'épreuve à Roland-Garros. Épinal, capitale du canoë-kayak en France. C'était déjà vrai grâce aux performances de son équipe dans cette discipline. Ça l'est encore plus aujourd'hui puisqu'Épinal devient le centre de préparation olympique pour l'équipe française de canoë-kayak. Les Vosges à l'heure olympique. Après Vittel, Épinal est promu centre de préparation nationale pour les prochains Jeux de Barcelone en 1992. Ses bénéficiaires, les descendeurs d'eau plate ou vive en canoë ou en kayak. Des sportifs discrets qui ne font pas de vagues, mais ramènent à chaque compétition une moisson de médailles. Entre Épinal et la Fédération française de canoë-kayak, l'association coule de source. Le club vosgien, le meilleur national, est un vivier pour l'équipe de France. 11 membres en sont issus. Son plan d'eau est excellent et chacun trouve son compte dans ce nouveau centre. Nous sommes une petite fédération avec des petits moyens et si les collectivités locales ne nous aident pas, c'est impossible que nos athlètes obtiennent les résultats qu'ils obtiennent aujourd'hui. Alors comme d'ores et déjà en matière d'équipement, en matière d'animation sportive, l'essentiel est fait par les collectivités locales, je crois qu'il serait bon que chacune, dans un domaine spécifique, pour telle ou telle discipline, se prenne en main et passe convention avec une fédération sportive. D'ordinaire, le canoë-kayak se pratique en pleine nature, mais ici, à Épinal, c'est au cœur de la ville et les sportifs ne s'en plaignent pas. C'est un plus, je pense, de faire du bateau au centre-ville, parce que ça attire automatiquement les gens et ça fait connaître notre sport. Et puis pour nous, c'est motivant d'avoir un peu de gens régulièrement sur le bord. Épinal va allouer un budget annuel de 80 000 francs au centre et fournir la logistique. Les athlètes n'ont plus qu'à donner un bon coup de pagaie pour descendre le courant jusqu'à Barcelone. Les rapports du tiercé du quartet d'Auteuil, 4, 5, As et 3. Pour 5 francs, 5 529 francs et 262,50 dans le désordre. Tiercé 4, 5, As. Pour 5 francs, 1135 francs et 227 francs dans le désordre. Et puis une dernière nouvelle avant de vous quitter. Serge Gainsbourg va parrainer une équipe cycliste en Bretagne, une équipe cycliste amateur. Ça ne s'invente pas. Nom de l'équipe, Gainsbar. Voilà, prochaine RTL Info, 22h45, après grand écran. Et le grand pardon d'Alexandre Arcadi, à l'affiche Roger Hanin, Jean-Louis Trintignant, Bernard Giraudot et Clio Goldsmith. C'est à voir, absolument, c'est sur RTL Télévision à 20h30. Tout de suite, la météo, bonsoir, merci. Tout doucement, l'été revient. Le temps frais et humide qui nous venait de la Scandinavie est progressivement remplacé par de l'air chaud soufflant d'Espagne. Les températures se feront donc plus clémentes sur l'ensemble du pays. Mais les nuages resteront encore sur certaines régions avec par intermittence de très belles éclaircies. Sur la Lorraine, cette nuit, quelques petites pluies orageuses devraient arroser encore la région. Elles seront suivies d'un temps très frais. Attention à la brume. Demain, la matinée sera encore bien grise, mais le temps deviendra plus agréable au cours de la journée. Le thermomètre devrait, si tout va bien, remonter un petit peu. 18 à Metz, 19 à Épinal. Dans les 3 jours à venir, le soleil devrait se montrer de plus en plus présent. Le réchauffement continuera. On prévoit même des températures au-dessus de 25 degrés, mais ça, c'est pour la semaine prochaine.